It's now time for question period. Période des questions. Le leader de l'opposition officielle de Sa Loyale Majesté. Merci, Madame la Présidente. Question pour le Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a décidé de ne pas répondre aux questions du public ou des journaux. Mais, pourtant, il a participé à cette réunion dans un club privé. Madame la Présidente, l'avenir de la province ne devrait pas dépendre des accords signés derrière les portes fermées. Mais c'est la méthode du gouvernement. Est-ce que les Ontariens doivent s'acheter un de ces abonnements pour pouvoir participer à ces réunions? Le Premier ministre de l'Ontario. Par votre entremise, Madame la Présidente, chaque jour, nous travaillons 24 heures sur 24 pour promouvoir l'Ontario, promouvoir l'économie, cette économie qui a stimulé et attiré des millions de dollars, plus de 200 millions de dollars, des milliers d'emplois qui ont été créés, et nous avons, la Présidente intervient, nous avons pu dépenser plus de 200 milliards de dollars dans la construction d'autoroutes, d'hôpitaux, des écoles, d'infrastructures. C'est notre économie que nous stimulons, Madame la Présidente. Nous sommes en train de réduire les dépenses de près de 12 milliards de dollars annuellement, mais pourtant l'opposition continue de voter contre ces mesures, ne veut pas donner des réductions fiscales à la population. Pourtant, nous avons réduit de près de 30% les impositions sur les contribuables. Nous avons hâte de voir de quel côté l'opposition va voter pendant le vote sur ces mesures. Réponse, question suivante de la leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, il est clair que chaque jour, les gens doivent payer de plus en plus pour les mêmes choses. Sous l'égide de ce gouvernement, les choses deviennent de plus en plus chères. Des milliers de personnes font face à la médecine de couloir et se retrouvent dans des logements qui ne sont pas salubres. Le taux de chômage continue de grimper. Les familles font face à des difficultés quotidiennement. Et qu'est-ce que fait le Premier ministre entre-temps? Eh bien, il a décidé de prendre un avion et d'aller participer à cette réunion privée. Je me demande donc, question pour le Premier ministre, est-ce que les Ontariens et Ontariennes doivent donner au Premier ministre un diplôme honoraire pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions? Réponse du Premier ministre. Madame la Présidente, je voudrais partager des faits avec la leader de l'opposition. Il faut savoir que cette instance, cet État, est l'un des plus gros partenaires commerciaux avec l'Ontario. C'est un des plus grands, c'est Michigan. Des milliards de dollars d'exportation et d'importation. Mais eux, de leur côté, ils ne se connaissent pas en ce qui concerne les bonnes affaires ou les commerces. Il faut pouvoir avoir des bons liens avec nos partenaires et savoir comment diversifier. Nous nous sommes assis avec plus de 15 pays avec des PIB de plus de 300 billions de dollars. Et nous avons cherché comment diversifier le commerce ontarien. Nous prenons toutes les mesures et nous considérons toutes les options pour pouvoir permettre d'avoir la plus bonne affaire pour l'Ontario. Réponse. La leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, écoutez. La population ontarienne ne peut même pas se permettre des épiceries ou de l'essence à la pompe. Et pourtant, le Premier ministre prend des avions privés pour aller dans des clubs privés, recevoir des diplômes honoraires. Rappel alors de la Présidente. Et pourtant, il faut savoir qu'on a attrapé le Premier ministre en train de s'acheter un avion privé avec l'argent des contribuables et il a décidé de se cacher au lieu de répondre aux questions. Et puis on le retrouve dans ce club exclusif. Quand est-ce que le Premier ministre va vraiment commencer à faire son travail et arrêter d'endommager encore plus la province? Le ministre du Développement économique. Merci, Madame la Présidente. L'année dernière, il faut savoir que 750 entreprises ont investi plus de 35 milliards de dollars dans la province de l'Ontario. Cela a permis à 60 000 personnes de continuer d'avoir un emploi. 1 milliard de dollars pour l'agro-entreprise, des millions de dollars à Mississauga notamment, 275 emplois là-bas.
6 milliards de dollars dans le secteur de la technologie avec l'entreprise Siemens, 2 milliards de dollars dans le secteur manufacturier, 50 millions de nouveaux dollars d'investissement et 150 nouveaux emplois créés grâce à cela. C'est notre réponse et comment nous nous combattons contre les attaques du président Trump. Nous tenons du côté de la population ontarienne, nous les défendons et nous sommes prêts à le faire. Leader d'opposition, question supplémentaire. Madame la Présidente, la dernière fois que nous avons été en Chambre, le gouvernement a décidé d'adopter un projet de loi pour attaquer la démocratie ontarienne, pour changer et faire un remaniement de la loi sur la requête d'accès à l'information. Ils ont aussi coupé plus de 100 requêtes qui avaient été déposées et ils ont décidé de cacher une décennie, ou plutôt beaucoup d'archives qui sont dans les archives des requêtes d'accès à l'information. Quand est-ce qu'ils vont l'admettre? Le ministre du public et de l'approvisionnement des services des entreprises. Merci, Madame la Présidente. Le 13 mars, je vais vous annoncer qu'il y a eu dans les actualités quelque chose que nous avons présenté. Et nous avons parlé du fait que nous allions déposer un projet de loi qui fera en sorte de remettre à niveau l'Ontario pour faire en sorte que nous sommes au même niveau que les autres instances en ce qui concerne les requêtes d'accès à l'information, comme le Manitoba, comme les autres instances qui sont des amis de l'opposition officielle. Nous voulons faire en sorte de continuer à avoir de la transparence tout en gardant ce qui doit être privé. La leader de l'opposition. La commissaire de l'accès à l'information et de la transparence a dit le contraire, qu'en fait, ces mesures vont contre la transparence. L'année dernière, le Trillium était censé recevoir plus de 200 archives à travers la requête d'accès à l'information, notamment au sujet de la ceinture de la verdure. Il y avait toutes les mesures qui avaient été déjà prises pour que ces documents soient transférés. Mais avec ce nouveau projet de loi qui a été adopté en pleine nuit, eh bien maintenant, ces dossiers ne seront jamais envoyés. Madame la Présidente, est-ce que ce gouvernement a décidé d'adopter ce nouveau projet de loi pour essayer de cacher les faits, certains détails qui sont contenus dans ces dossiers? Le ministre pour la réponse. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, laissez-moi vous dire ce qu'on a fait. Nous avons rectifié ce projet de loi qui a été écrit pour la première fois en 1988. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, d'intelligence artificielle ou de téléphone intelligent. Le monde a beaucoup changé. Et donc, il a fallu mettre à jour nos règlements concernant la vie privée. Nous avons tenu une audience publique le 13 mars. Ça faisait partie du budget. Nous l'avons débattu en chambre pendant plusieurs heures. Tout le monde a pu apporter un avis et nous avons ensuite discuté. Je vais aussi dire quelque chose d'autre. Leur côté a voté contre ce budget alors que nous avons mis en place des plafonnements sur la revente des billets de concerts et d'événements et d'autres mesures qui cherchaient à réduire l'imposition sur la population ontarienne. C'est ce qu'ils votent contre, Madame la Présidente. Question supplémentaire. Madame la Présidente, une chose est vraie dans les déclarations du ministre. Voilà ce que c'est. Pendant des années, avant ce gouvernement, chaque gouvernement a été très clair sur les règles de la transparence et ont toujours partagé les renseignements. Mais sous ce gouvernement, ce n'est pas comme ça. Il y a déjà 2 poursuites, une sur la ceinture de la verdure, une autre sur les archives téléphoniques du Premier ministre, qui vont à l'encontre de la transparence. Mais avec ce projet de loi, ces 2 poursuites juridiques tombent à l'eau. Madame la Présidente, aucun gouvernement ne devrait avoir à adopter des projets de loi pour essayer de faire tomber à l'eau des affaires présentées devant les tribunaux. Est-ce que, donc, Madame la Présidente, par votre entremise, le Premier ministre a décidé d'adopter ce projet de loi pour se cacher et dissimuler les faits et se protéger? Le ministre du Développement économique.
Laissez-moi répondre, Madame la Présidente. Les tarifs douaniers du président Trump ont mis des bâtons dans les roues de nos fonctionnements économiques. Nous avons vu, grâce à nos mesures, des entreprises qui commencent à retourner en Ontario. Grâce à nos mesures, nous avons pu remarquer que plus de 150 millions de dollars sont déjà retournés en Ontario, près de 75 entreprises, un investissement de 500 millions de dollars et des centaines d'emplois qui ont déjà été créés. Tout ça en guise de contre-attaque contre les mesures du Premier ministre, du président. Pourtant, ces mesures ont été rejetées par la NPD. Ils ne font pas partie de la solution qui a été conçue. Mais pourtant, c'est le contraire. Ils font partie... C'est eux le problème. Le leader du troisième parti. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Question pour le Premier ministre. Plaisir d'être avec vous. Revenons à nos moutons. Le Premier ministre s'est acheté un avion privé, alors qu'il a déjà accès à un avion privé. Le ministre des Ressources naturelles est rappelé à l'ordre. Et donc, il faut savoir que pendant qu'il s'achetait un avion privé, il a aussi décidé de réduire la transparence avec ces changements dans la loi sur l'accès à la requête à l'information. Parce qu'il veut dissimuler les faits, notamment sur le dossier de la ceinture de la verdure. Après 8 longues années de ce gouvernement, pourquoi est-ce que le Premier ministre est poussé d'essayer de cacher ses archives téléphoniques à un tel point? Ministre des Finances, réponse. Merci, Madame la Présidente. Si je me permets, je voudrais revenir sur la question du leader de l'opposition qui a mentionné le fait que le Premier ministre se cache. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous vous cachez? Vous êtes juste là. Vous êtes en train de répondre toutes ces questions qui vous sont posées. Je rappelle au ministre que nous ne prenons pas en compte la participation et la présence des députés en chambre. Laissez-moi vous dire ce que le Premier ministre fait. Il continue de faire un travail acharné et de traverser la province pour stimuler l'économie ontarienne. C'est le travail et le résultat que le Premier ministre crée. Il protège chaque emploi de l'Ontario. C'est ce que nous devrions tous faire au lieu de parler de cette mesure ou de celle-là. Nous devrions tous travailler et collaborer ensemble pour protéger les travaux. Question. Est-ce que l'opposition va nous joindre dans le soutien de la ville pour faire de Toronto la ville hôte dans l'événement suivant? Question supplémentaire. Madame la Présidente, c'est un plaisir de voir le Premier ministre, mais avec ces changements dans l'accès à l'information qui sont apportés, nous ne sommes... il y a les faits qui sont dissimulés. Nous ne savons pas d'où vient cette idée de s'acheter un avion, d'où est-ce que cet argent est venu. Mais en fin de compte, les anciens membres du Parti conservateur nous ont dit que ce sont quelque chose qui a été discuté dans les couloirs. Et je pense que la population ontarienne mérite de connaître la vérité. Pourquoi est-ce que vous vous êtes acheté un avion privé alors que vous aviez déjà accès à un avion privé? Rappel à l'ordre, il faut adresser ces questions par l'entremise de la présidente. Réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Le chef du troisième parti sait que ce qui a été adopté il y a 2 semaines en Chambre fait en sorte de remettre à niveau les réglementations ontariennes pour qu'elles soient en ligne avec les autres instances. C'est les mêmes règles qui existent déjà, par exemple, au palier fédéral. En 2018, quand nous avons commencé former le premier gouvernement, nous avons compris très vite que la comptabilité n'avait pas de bon compte et donc nous avons dû apporter des mesures très sévères. C'est pour ça que nous avons déposé la loi sur la transparence financière pour permettre des échéanciers courts sur les changements
à risque de pénalité s'il n'y a pas de conformité. Leader du troisième parti, après 8 années, ce gouvernement est déconnecté de la réalité et ne sait plus quoi faire. Il y a eu maintenant des réductions de transparence dans la loi sur la requête d'information pour essayer de cacher le scandale de la signature de la verdure qui a coûté des milliards de dollars et d'autres scandales, et pour essayer de protéger les initiés. Le Premier ministre se prend pour un shérif. On appelle ça l'empire de Ford, c'est ça? Encore une fois, question, est-ce que le Premier ministre va faire marche arrière cet après-midi sur ces changements proposés dans la loi sur la requête d'accès à l'information? Ministre des Finances. Madame la Présidente, laissez-moi parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce Premier ministre et ce gouvernement étaient en train de se battre et d'essayer de protéger les emplois ontariens dans une période très incertaine. La semaine dernière, le ministre du Développement économique et le Premier ministre se sont rendus après une annonce de General Motors pour soutenir les manufacturiers de l'usine à St. Catharines. Voilà un exemple de leadership. C'est ce qui compte pour la population. C'est de pouvoir se permettre de la nourriture sur la table, d'avoir un bon chèque de paie et de pouvoir soutenir leur famille. Nous allons continuer de soutenir les entreprises comme General Motors à St. Catharines. Question supplémentaire. Ce même gouvernement a décidé de s'acheter un avion privé alors que la population ne peut même pas se permettre de s'acheter de la nourriture ou de l'essence à la pompe. Je voudrais donc d'abord applaudir le Premier ministre d'avoir obtenu un diplôme de la part de l'instance, et plutôt de l'État de Michigan. Mais c'est quand même drôle que c'est ce même Premier ministre qui a décidé de couper les subventions de la RAFEO et de surendetter les étudiants, les étudiantes et les familles, tout en s'achetant, en plus de cela, un avion privé avec de l'argent provenu de la poche des contribuables. En plus de cela, le Premier ministre obtient un diplôme gratuitement. Question pour le Premier ministre, est-ce qu'il a utilisé l'avion privé de la PPO pour aller chercher son diplôme honoré? Ministre des collèges et universités, de l'excellence de la recherche et de la sécurité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quand le gouvernement précédent, libéral, a décidé de changer le taux de subvention dans la RAFEO, ça allait à l'encontre des suggestions de la vérificatrice générale. C'était des mesures vraiment qui ne tenaient pas debout. Aujourd'hui, avec nos changements, nous remettons de l'ordre dans le système pour nous remettre au même niveau que ce qui est offert à Manitoba et dans les autres instances. Nous voulons nous assurer que la RAFEO puisse être utilisée pour les étudiants d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Supplémentaire du leader du troisième parti. Bon, le Premier ministre ne veut pas répondre à la question sur l'avion privé, mais je voudrais savoir, il a déjà un avion privé qu'il utilise en fin de semaine, mais pourtant il a voulu s'acheter un avion privé de luxe. Et maintenant, il veut son propre aéroport avec l'achat de Billy Bishop. Il dépense beaucoup, celui-là. Après 8 années, sous l'égide de ce gouvernement, ce Premier ministre est déconnecté de la réalité et il ne sait plus quoi faire. Par votre entremise, Madame la Présidente, pourquoi est-ce que le Premier ministre s'est acheté un deuxième avion privé alors qu'il en avait déjà et les familles font face à des difficultés? Ministre du Transport, réponse. Merci. Partout dans le pays, Madame la Présidente, les premiers ministres discutent du fait qu'il faut construire le pays, il faut bâtir ensemble et rendre le pays plus autonome et rendre l'économie plus indépendante face aux tarifs douaniers imposés par nos voisins au sud. Mais pourtant, l'opposition va
essayer de voter contre ces changements que nous allons apporter à l'aéroport de Bailey Bishop qui va nous permettre de stimuler l'économie. C'est des changements cruciaux pour la cité de Toronto, la province et le pays. Il est nécessaire de construire ces projets de construction d'infrastructures pour nous permettre d'avoir une concurrence au niveau international et d'attirer plus de tourisme. Nous le faisons depuis 2018, nous allons continuer de le faire. Le chef du troisième parti. Madame la Présidente, il faut revenir sur ce qui s'est passé. Bon, nous avons une discussion sur l'avion privé, un achat d'un avion privé, des réunions dans des clubs exclusifs privés, l'achat d'aéroports, le changement au bord de Toronto, au bord de lac, des discothèques, des changements de règlements et de lois sur l'alcool et beaucoup d'autres problèmes qui régissent de ce gouvernement. Ce Premier ministre était en train d'avoir un palmarès terrible. Alors, par votre entremise, Madame la Présidente, je me demande si le Premier ministre a perdu la tête avant ou après l'achat de cet avion privé. Le ministre des Finances pour la réponse. Vous savez qui a perdu la tête? C'est les libéraux après 15 ans de mauvaises décisions côté économie. Depuis 2018, nous avons créé plus d'1 million d'emplois dans la province et une économie qui revient à 1,3 billion de dollars. J'ai été à New York récemment. Nous avons tenu une discussion en plein New York. Des entrepreneurs ont parlé du fait que aujourd'hui, nous avons de l'énergie qui est vendue de l'Ontario vers New York pour leur permettre de fonctionner. Voilà comment on investit dans l'Ontario et que nous créons un PIB de 800 milliards de dollars en Ontario. Voilà ce que fait le gouvernement. C'est de la réussite. Député Hamilton Centre. Madame la Présidente, on licencie des gens et on ferme les centres. C'est ce que le gouvernement fait pendant une crise, une pénurie de la main de la santé. Et pourtant, la semaine dernière, la ministre de la Santé a partagé sa frustration en ce qui concerne le manque de gratitude de la part de ses fournisseurs de soins de santé. Le gouvernement est censé avoir un plan pour aider les fournisseurs de soins de santé. La question pour le Premier ministre, est-ce que vous vous engagez à aider l'opposition, à aider les centres de santé pour permettre d'éviter à ce que les centres ferment leurs portes? Ministre de la Santé. Sous l'égide du gouvernement Ford, nous avons eu une augmentation du budget d'immobilisation ou le budget de base de la santé de 15%. Les déclarations que j'ai faites la semaine dernière, je vais les répéter. Quand nous investissons dans les soins à domicile, dans les soins communautaires, dans les soins d'hospice, dans la médecine communautaire, dans les équipes d'intervention de crise d'urgence, il faut comprendre quelque chose. Nous remarquons qu'avec ces investissements, il y a des pressions, il y a une situation où l'hôpital va pouvoir avoir une pression plus allégée. Nous essayons d'utiliser la question d'une vue holistique, que ce soit au sujet de l'investissement d'argent ou d'investissement dans des soins en dehors des hôpitaux. Nous avons pu augmenter le budget de fonctionnement de 15% de ces organisations. La députée, cette question montre comment le gouvernement est détaché de la réalité des soins de santé en Ontario. Aujourd'hui, on a annoncé que les salles d'urgence à Thessalon vont fermer. J'espère qu'aucun membre de la communauté n'aura une crise cardiaque parce que sinon on leur dira de trouver un autre endroit. Et pourtant, le gouvernement de l'Ontario a une stratégie pour les hôpitaux du Nord, y compris un centre de commandement du Nord, pour s'assurer que les salles d'urgence restent ouvertes. Alors ma question, est-ce que vous allez travailler avec nous et les travailleurs des hôpitaux sur une réelle stratégie pour que les hôpitaux restent ouverts et que les salles d'urgence restent ouvertes? La ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'ai remarqué que la députée d'en face a
oublié qu'il y avait des points de données que nous avons communiqués la semaine dernière. Le niveau le plus bas pour les soins de niveau alternatif pour les lits. Pourquoi c'est important pour les PDG d'hôpitaux? Eh bien, quand ils sont en mesure de libérer ces lits, ça veut dire que les gens qui ont besoin de soins aigus puissent les obtenir. Donc, les PDG des hôpitaux font partie de la solution pour nous permettre d'avoir le niveau le plus bas des lits de niveau alternatif en 10 ans. 2,4 millions de personnes en Ontario ont maintenant utilisé les soins de santé primaires et nos pharmacies pour des portées de pratique étendues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui ont des affections mineures n'ont pas à aller aux salles d'urgence. La députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, Madame la Présidente. Les Ontariens voient un modèle clair de la part du gouvernement quand un scandale émerge. La réponse n'est pas la transparence, c'est plutôt de changer les règles. On l'a vu dans le scandale de la ceinture de verdure où l'accès à l'information nous a permis de savoir ce qui se passait en coulisses et derrière les portes fermées. Maintenant, plutôt que d'améliorer le système et l'accès, ce gouvernement a l'intention de bloquer la loi d'accès à l'information. Et personne n'a demandé cette décision à part le Premier ministre et son Conseil. Au Premier ministre, est-ce qu'il s'agit de s'assurer que les scandales, qu'on ne mette pas à jour les scandales passés, présents et futurs? Le ministre de la prestation de services. Merci. La députée travaillait dans les médias avant, si je ne me trompe pas, et elle sait que partout au Canada, les lois sur la confidentialité et l'accès à l'information sont similaires à ce que font l'Ontario actuellement. Ce n'est pas différent. Ça inclut le Nouveau-Brunswick dirigé par les libéraux, le gouvernement fédéral dirigé par le fédéral, par les libéraux. Il y a très peu de différenciation, donc on est en ligne avec ces instances. Mais ce que je veux mentionner, c'est que la députée d'en face a voté contre le budget. Je veux que cela soit au procès-verbal. Il faut le dire, parce que dans le budget qu'on vient de voter, nous soutenons la possibilité que les familles aient des événements culturels et sportifs pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, sans augmentation supérieure au nominal. Et nous soutenons également tous les travailleurs. La députée de Toronto-Saint-Paul, le budget enterre des dispositions sur la loi à l'information. C'est pour cela que nous avons une motion sur le sujet aujourd'hui. Alors, cette législation sur l'accès à l'information a été écrite en réaction à des dommages au gouvernement et pas dans l'intérêt public. L'approche du gouvernement est claire. Quand les faits se dérangent, on veut les faire plus difficiles, les rendre plus difficiles à trouver. Si le Premier ministre n'a rien à cacher, pourquoi est-ce qu'il est plus facile pour le gouvernement de dire non au public et est-ce qu'il s'engagera cet après-midi à retirer ces changements et à renforcer plutôt que d'affaiblir le droit des Ontariens à connaître la vérité? Le ministre de la prestation de services, ce que je peux dire avec confiance, c'est qu'on a le Premier ministre qui est le plus accessible de toutes les provinces et en fait de tout leader politique au Canada. J'encourage les députés d'en face d'apprendre grâce à lui et de communiquer aux gens parce que ce que les gens veulent dans cette province, c'est qu'ils veulent des emplois, ils veulent des soins de santé. Nous avons des investissements de 100 milliards de dollars, le plus grand dans ce pays. Nous investissons dans les collèges et les universités. Ça, c'est une partie importante du budget. Nous soutenons également les petites entreprises et nous savons que nous avons un problème de logement dans la province et une baisse de 13% de TVH va permettre de construire et de mettre en chantier des logements. C'est ce que fait le gouvernement ontarien. Le député de Mississauga-Malton. Madame la Présidente, ma question est pour le ministre du Développement économique et du Commerce. Nous faisons face aux impacts des tarifs douaniers, perturbations, production. Il s'agit de s'adapter. Depuis le premier jour,
Le Premier ministre a mené la marche pour apporter son soutien. Notre gouvernement a un plan permettre la chaîne d'approvisionnement et il s'agit de renforcer la résilience pour protéger les Ontariens. Le ministre peut-il nous en dire plus sur le plan du gouvernement pour protéger les travailleurs et les créateurs d'emplois en Ontario? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Notre gouvernement aide les collectivités partout en Ontario à trouver de nouvelles occasions et des manières de diversifier le commerce de leur propre communauté. Nous étions à Sault-Sainte-Marie. Nous avons annoncé 500 millions de dollars pour soutenir Sault-Sainte-Marie pour développer une stratégie d'investissement direct, d'investissement étranger, ce qui permettra à cette communauté de se diversifier, de s'éloigner des États-Unis et de compétitionner sur les marchés internationaux. Sous le leadership du Premier ministre Ford, nous travaillons avec des sociétés comme Algoma qui fabriquent des poutres pour les ponts et des articles pour le secteur de la défense. Ainsi, nous nous assurons que cette communauté de Sault-Sainte-Marie et les communautés de toute la province ont les outils nécessaires pour attirer les investissements et créer des emplois bien rémunérés. Le député de Mississauga-Malton. Madame la Présidente, merci au ministre pour cette réponse. Quand le président Trump a décidé d'imposer les droits de douane, cela a perturbé des décennies de prospérité partagée, que ce soit les travailleurs de l'automobile à Windsor, les travailleurs de l'acier à Sault-Sainte-Marie ou les autres travailleurs qui ont été touchés dans l'Ontario. Notre gouvernement prend des mesures pour protéger les emplois en Ontario et soutenir les collectivités. Avec ce troisième mandat historique, les Ontariens nous ont fait confiance pour élaborer un plan et c'est ce que nous faisons. La situation est difficile. Le ministre peut-il nous dire quelles sont les autres mesures que ce gouvernement prend pour protéger les communautés, les emplois de l'impact de ces tarifs douaniers? Le ministre de la création d'emplois et du commerce. Nous avons le fonds de développement des compétences. Nous nous assurons que les chaînes d'approvisionnement soient diversifiées par le biais de ce fonds. 73 sociétés ont engagé 5 millions de dollars d'investissement et elles ont créé 7 500 emplois au cours des derniers mois avec 7,8 millions d'investissements de Central Stamping pour augmenter la production de pièces automobiles. Et puis, une société de plastique à Windsor qui a investi 8,3 millions de dollars pour ramener la production depuis les États-Unis, de la Chine et l'Europe. 47 emplois. Diamond Can, 11,6 millions de dollars pour une nouvelle société d'emballage et pour élargir les exportations vers l'Europe. 70 emplois. Et donc, cela, c'est la manière de protéger l'Ontario par le biais de notre programme de commerce ontarien. La députée de Waterloo. Ma question est pour la procureure générale. En 2019, un neurologue a perdu son brevet et vendredi dernier, il a été acquitté de toutes les charges. Les 48 plaignantes ont été considérées comme non fiables. Le juge a même dit que certaines plaignantes étaient malhonnêtes. Ces plaignantes ont été discréditées et humiliées. Il a fallu 5 ans pour que cette affaire vienne devant la justice. La justice n'a pas été faite alors que le mois de la prévention de l'agression sexuelle commence. Est-ce que l'on peut nous dire pourquoi est-ce que les gens devraient avoir confiance dans le système de justice de l'Ontario? Le procureur général. Alors, je dois dire que tous les gens de l'Ontario ont une tolérance zéro pour la violence sexuelle. Personne ne doit
subir les effets durables de ce type de crime, mais nous sommes avec les victimes en fournissant des services. Nous nous assurons qu'il y a un accès aux services de conseil juridique de manière à pouvoir naviguer le système. Et en même temps, nous avons des programmes axés sur le traumatisme pour assurer que les individus qui ont besoin d'accès à la justice et au soutien puissent l'avoir, de manière à ce que les gens n'aient pas à appréhender le système seuls. Alors, dire que les services ne sont pas disponibles, ce n'est pas vrai, c'est dangereux. Il faut s'assurer que les victimes soient entendues et que les affaires soient prises au sérieux. L'opposition harcèle les victimes, mais nous travaillons là-dessus et j'en parlerai après la question complémentaire. La députée de Waterloo. Je ne peux pas croire que le procureur général vient de dire cela. Une survivante a dit que la manière dont il me regardait n'était pas la bonne manière. J'ai 18 ans, mais qu'est-ce que je sais? Et c'était un docteur important qui me disait que l'intervention était nécessaire. Et le juge a dit qu'elle n'était pas fiable. C'est un système de justice qui est très lent, hostile, qui ramène au traumatisme et déshumanisant. Je veux dire aux victimes que nous les croyons. Et en leur nom, je demande au procureur général de la province de l'Ontario, est-ce que vous reconnaissez que cette affaire montre qu'il y a des barrières systémiques? Est-ce que vous allez voter la loi de Lydia pour nous assurer que le système de justice apporte vraiment la justice? Le procureur général. Alors que nous sommes ici pour soutenir les victimes de plusieurs manières, l'opposition n'en a soutenu aucune de ces mesures. Quand on a ajouté 32 nouveaux juges, ils ont voté contre. Quand on a ajouté 700 personnels à plein temps, des procureurs et travailleurs pour les services aux victimes, ils ont voté contre. Quand on a investi 2,3 millions de dollars pour les services juridiques indépendants, 5,6 millions pour les programmes de victimes, et ils sont contre. Et puis 98 millions de dollars pour fournir 85 agents contre la violence basée sur le genre. Et quand il s'agit de juste parler, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils ont rejeté le rapport du député de Kitchener sur la violence conjugale. Ils ont voté contre. Nous faisons le travail. La prochaine personne qui est désordonnée, elle sera avertie et s'il continue, on lui demandera de quitter la Chambre. La députée de Beaches-East-York. Le projet de loi 110 annonce que la province va prendre du foncier de la ville sans raison rationnelle pour cette décision draconienne et sans compréhension des complexités de cette proposition. Une parcelle de cette terre, c'est Little Norway Park, qui commémore la base de formation norvégienne qui a formé des milliers de soldats pour lutter contre l'Allemagne nazie, ainsi que des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur vie pour la liberté. Il s'agit d'un monument permanent pour ce sacrifice et il y a eu plusieurs personnalités, dont le roi Harold V de la Norvège qui est venu, alors que le gouvernement veut se débarrasser de cette parcelle. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer aux Ontariens pourquoi vous voulez amener une désécration de ce mémorial de guerre? Le Norway Park va continuer de rester un parc, comme je l'ai dit depuis la semaine dernière. Ce que nous savons, c'est que la situation actuelle ne fonctionne pas. L'opposition ne veut rien bâtir dans cette province. Et quand on regarde ce pays et les leaders de ce pays et ce que le Premier ministre Ford a apporté à l'Ontario, il s'agit de bâtir
des actifs pour toutes les générations, de manière à ce que les gens qui vivent dans cette province puissent compter sur ces actifs. Et c'est ce que nous faisons avec l'aéroport Bailey Bishop. Cet aéroport soutient actuellement 4 900 personnes qui sont payées grâce à cet aéroport. Nous voulons continuer d'élargir cela parce que Toronto est une ville de classe mondiale. Et si vous regardez d'autres instances comme New York, ils ont plusieurs aéroports. La Guardia, JFK. Si vous regardez Chicago également, nous allons continuer de faire en sorte que l'Ontario et Toronto soient des leaders pour les entreprises et attirent des emplois. C'est ce que nous faisons avec cet investissement. La députée de Beaches East York. Eh bien, ce gouvernement général respecte les monuments à la mémoire. En fait, ils ne veulent pas que l'on vandalise les statues à Queen's Park. Il s'agit de statues historiques et donc vous risquez d'être inculpé. Et donc, c'est un choc pour tout le monde, et en particulier la communauté norvégienne de l'Ontario, quand ce gouvernement a eu l'audacité de présenter le projet de loi 110 en prenant du foncier, y compris Little Norway Park. Et donc, peut-être que les députés d'en face doivent comprendre que Little Norway Park est un hommage aux personnes qui ont risqué leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier les pilotes norvégiens qui s'y sont formés. Ma question pour le Premier ministre, est-ce que vous allez retirer vos mots concernant la vandalisation des statues alors que vous voulez vandaliser Little Norway Park? Le Premier ministre. Oh, Madame la Présidente, si on faisait ce que voulait cette députée, on fermerait l'aéroport. C'est ce qu'elles veulent. Ils veulent fermer l'aéroport et le transformer en parc. Nous ne touchons pas cet autre parc de toute façon, disons-le. Ce que nous faisons, c'est que nous créons un moteur économique, non seulement pour notre ville et notre province, mais pour tous ceux qui veulent venir à Toronto par avion pour un congrès ou peut-être pour des investissements, pour investir dans notre province, pour créer 27 000 emplois. Ce sera plus pratique pour tout le monde dans le centre-ville, y compris ceux du comté, de son comté. Les habitants de son comté vont aller à Bailey Bishop pour prendre un avion, pour aller en vacances ou pour affaires. C'est un moteur économique, et alors qu'ils veulent tout tuer et transformer tout en pâturage, moi je suis habitué des gens à l'hôtel de ville qui ne veulent rien construire nulle part. Le député de Algoma-Manitoulin. Merci, Madame la Présidente. Ma question est au ministre de la Croissance du Développement économique du Nord. Alors que notre économie fait face à de réelles menaces des droits de douane américains, il est plus important que jamais pour prendre des mesures pour protéger les emplois, les communautés et notre avenir économique. Le nord de l'Ontario est un endroit où il y a de magnifiques paysages, mais il est également riche en richesses naturelles qui sont essentielles pour promouvoir le succès à long terme économique. Et donc, c'est essentiel pour la propriété, pour la prospérité et la résilience. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre ce que le gouvernement fait pour soutenir les communautés du Nord et assurer des avantages pour un développement des richesses naturelles responsables? Madame la Présidente, merci pour la question. L'économie du nord de l'Ontario est en plein essor en raison des politiques sur les minéraux critiques et les programmes d'exploration. Pour que les communautés prospèrent et participent à cet essor, elles ont besoin d'infrastructures. C'est pour cela que j'ai été très fier à la dernière conférence NOMA d'assurer que le Fonds du Nord a été renouvelé et qu'il s'agit d'un programme permanent pour ce gouvernement. De 15 millions, un fonds de 15 millions pour les municipalités. Depuis son établissement en 2021, ce fonds a investi 75 millions dans l'infrastructure. Le président de NOMA a dit que cela aide l'économie locale, renforce l'infrastructure et renforce donc la croissance économique dans le Nord.
Le député d'Algoma Manitoulin. Merci au ministre pour cette réponse. Alors, c'est encourageant de voir ces investissements et de reconnaître les défis uniques auxquels font face les communautés du Nord. Depuis très longtemps, sous l'ancien gouvernement libéral, les communautés du Nord n'avaient pas la possibilité de participer à l'essor économique. Nous continuons d'investir pour protéger notre province contre les incertitudes mondiales en matière d'économie. Et en même temps, les municipalités doivent avoir l'infrastructure et la capacité pour soutenir un développement responsable. Donc, merci. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le Fonds du Nord aide les municipalités à travailler sur ces défis maintenant et à l'avenir? Le ministre du Développement économique et du Commerce. Le député a raison. Nous comprenons les besoins uniques des communautés du Nord. Comme il a été dit, les programmes reconnaissent les défis et fournissent les flexibilités nécessaires pour répondre aux besoins. Cette flexibilité se retrouve dans plusieurs projets soutenus par le Fonds de plus de 150 000 $ pour que des routes soient réhabilitées et qu'il y ait des mises à niveau d'adduction d'eau dans le Nord. Et le financement peut être pluriannuel. Ainsi, les municipalités peuvent aller de l'avant avec des projets d'infrastructure plus importants. Nous sommes fiers d'investir dans ces collectivités. Le nord de l'Ontario est une priorité. Ce n'est pas secondaire. Le député de Kawitanung, merci. Les conditions aéroportuaires dans le nord sont inacceptables. En fait, il s'agit simplement de pistes d'atterrissage de gravier et les pistes et les aérogares ont besoin de mise à niveau. Il y a des problèmes en matière de sécurité. La sécurité est une préoccupation dans ces aéroports. Mais ici à Toronto, la priorité du Premier ministre est d'acheter un avion qui d'ailleurs ne peut atterrir dans aucun de ces aéroports. Donc au Premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de traiter les aéroports éloignés et du Nord comme une infrastructure secondaire et les traiter comme une infrastructure critique? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Nous allons continuer de travailler avec le député et les autres du Nord pour nous assurer d'améliorer l'accès à ces aéroports et continuer de développer l'infrastructure. Comme le député le sait, nous avons des investissements significatifs dans le cercle de feu et les communautés avoisinantes et nous allons travailler avec ces dernières pour nous assurer de bâtir l'infrastructure. Et nous allons également travailler avec nos partenaires fédéraux sur les aéroports éloignés, les aéroports en général, car ils sont partenaires dans tous ces projets avec cette province. Nous allons continuer de bâtir un réseau de transport dans toute la province qui soutienne la croissance, qui soutienne les possibilités pour les communautés éloignées du Nord. Et nous allons continuer à travailler avec le député. Le député de Kawitanung. J'invite le ministre des Transports à venir atterrir dans un de ces aéroports éloignés. Et je le dis parce que les aéroports sont des lignes de vie, sont essentiels pour la vie dans le Nord. C'est la seule manière de voyager pour les rendez-vous médicaux, pour le travail, pour rendre visite aux familles. C'est par la voie aérienne, et nous le savons. Et ces vols sont trop chers. Aujourd'hui, j'ai pris un avion de Pictou Lake. Un aller coûtait aujourd'hui 1800 $. Alors, plutôt que de se centrer sur Billy Bishop, est-ce que le Premier ministre et ce ministre des Transports pourraient investir pour que le transport aérien vers le nord de l'Ontario soit abordable? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. En fait,
ce député saura que l'accès au nord de l'Ontario, aux communautés du Nord, sera permis grâce à la modernisation de Billy Bishop. En fait, l'année dernière, quand j'étais à Thunder Bay, que j'ai rencontré les leaders municipaux qui étaient enthousiastes de l'expansion de Billy Bishop grâce à l'accès qu'il fournit aux communautés du Nord et qui souvent ne sont pas desservis directement ou même indirectement depuis les plus gros aéroports de cette province. Alors que nous renforçons ce plan pour les communautés du Nord et donner aux passagers aériens plus de possibilités, des possibilités plus abordables de voyage, eh bien, le Nord sera pris en compte et nous travaillerons avec ce député et les autres pour nous assurer de fournir l'accès pour le transport dans cette province et vers le nord de l'Ontario. Merci. La députée de Kanata-Carleton. Merci, Madame la Présidente. Le Conseil des ministres au complet a décidé que c'était une bonne idée d'acheter un avion de luxe au Premier ministre alors qu'il y a beaucoup de gens en Ontario qui ont des difficultés, ne serait-ce que pour mettre à manger sur leur table. Un avion de luxe de 29 millions de dollars accompagné du plan du Premier ministre pour confisquer le littoral du lac Ontario. À quel coût? Avoir un spa de luxe à la place Ontario, dont on sait que ça va coûter aux contribuables au moins 1 milliard de dollars, cela prouve à quel point ils sont tous détachés de la réalité. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Un casino? Alors, je sais que l'aviation coûte cher. Alors, quelle est la responsabilité des contribuables pour ce qui est du stockage temporaire et de la vente de ce projet, de cet avion de luxe? Le ministre des Finances. Madame la Présidente, nous avons été clairs et avons répondu à cette question à maintes reprises. Mais vous savez, la députée d'en face a soulevé la question de l'abordabilité. Vous savez, nous avons coupé la taxe sur l'essence en 2022. Est-ce qu'on a eu le soutien de la députée d'en face? Et quand on a renouvelé cela et rendu cela définitif, est-ce qu'on a eu le soutien de la députée d'en face? Non. 12 millions de dollars dans le budget. Est-ce que ça a été soutenu par le député en face? Non. Nous élaborons des plans et une vision pour l'Ontario pour créer les conditions pour la croissance économique, la prospérité économique, des emplois bien rémunérés, que ce soit dans le secteur de l'énergie, de la défense, des minéraux critiques, de l'infrastructure et du commerce. Éviter la paperasserie administrative. Voilà ce que fait le gouvernement. La députée de Kanata-Carleton. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ce que vous faites ne fonctionne pas. Le Premier ministre a réuni ses ministres autour de la table et a dit « Je sais ce dont a besoin cette province. Elle a besoin d'un avion privé de luxe pour le Premier ministre. » Et devinez quoi? Tous les ministres ont dit oui. Il n'y a pas un seul ministre qui a dit « Vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante dont ont besoin les Ontariens. » Pas le ministre des Finances, pas le président du Conseil du Trésor, pas le ministre qui n'a pas répondu à cette question. Personne n'a dit « Peut-être que nous devrions aider les gens qui ont des difficultés dans cette crise d'abordabilité extrême en Ontario. » Donc ma question, c'est si l'avion de luxe était aussi important et approuvé unanimement par le Conseil des ministres, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un poste budgétaire de 29 millions dans le budget et pourquoi est-ce que tous les coûts liés à l'achat de cet avion ne sont pas publiés? Ministre des Finances, Madame la Présidente, lorsque cette députée a eu l'occasion de voter pour les coupes dans le budget pour aider les gens de l'Ontario, elle et son parti n'ont pas appuyé les coupes pour remettre plus d'argent dans les poches des individus et dans les entreprises. Comme nous avons mentionné, les petites coupes et des coupes de 30%, ils ont voté oui ou non? Non. Qu'en est-il des coupes à la TSP pour rendre les logements plus abordables? Ils ont voté non.
12 milliards de dollars pour améliorer l'abordabilité. Vont-ils voter oui ou non? Non. Madame la Présidente, je n'ai plus rien à dire pour défendre mon cas. Député d'Oxford, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Nous sommes dans des temps incertains. Les perturbations commerciales ont créé des dangers sur la stabilité à long terme du secteur agroalimentaire. Les agriculteurs veulent semer les semences et ils ne peuvent pas commencer à cultiver les cultures. Que fait le gouvernement? Je sais que le ministre prend des mesures pour déposer de nouveaux projets de loi pour protéger ces fermiers. Le ministre peut-il dire à la Chambre quelles sont les mesures que ce projet de loi a adoptées pour protéger nos agriculteurs? Ministre de l'Agriculture. Bonjour Madame la Présidente et merci à nos agriculteurs. Nous avons écouté les fermiers qui agissent. Madame la Présidente, nous avons écouté l'ancien ministre de l'Agriculture aussi. Nous protégeons les terres agricoles en limitant la propriété des personnes étrangères et en libérant la région de la Claybank. On ne traite pas nous produisons des aliments pour les Ontariens par les Ontariens. Madame la Présidente, nous avons été élus pour protéger notre offre d'aliments. Cette loi agit encore davantage car la sécurité alimentaire est réputée être une sécurité nationale. Nous espérons que l'opposition va appuyer ce projet de loi et ces mesures. Député d'Oxford, merci au ministre pour la mise à jour. Le gouvernement prend des mesures nécessaires pour s'assurer que l'offre des aliments reste indépendante. Les gens dans ma collectivité ont accueilli les changements proposés concernant la propriété des terres agricoles et dans le développement de la Clay Belt. Il y a des questions concernant d'autres changements qui ont été proposés dans ce projet de loi. Avec le secteur agricole qui couvre plusieurs commodités, nous voulons savoir comment ce projet de loi va les toucher. Le ministre peut-il nous en dire davantage? Comment protéger l'indépendance alimentaire va protéger ces secteurs diversifiés de l'agriculture? Ministre de l'Agriculture, merci Madame la Présidente. J'ai passé l'année passée à collaborer étroitement avec les agriculteurs et les producteurs d'aliments. Et maintenant, nous agissons. Nous agissons sur l'un des projets de loi en agriculture dans l'histoire de la province. Ce projet de loi touche plusieurs joueurs qui mettent la nourriture sur la table et les aliments dont nous dépendons. Nous modernisons la sécurité alimentaire face aux attaques de Trump. Nous renforçons et nous fermons des lacunes qui étaient utilisées pour contrevenir à ce système. Nous assurons le succès sur le long terme sur les marchés des produits alimentaires. Madame la Présidente, les hommes et les femmes qui travaillent chaque jour pour nourrir notre province et pour nourrir le monde, nous les appuyons et nous agissons. Merci. La parole à la députée de Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. Récemment, j'ai assisté à une réunion municipale qui a été créée par les NPD. Ils ont rencontré les personnes qui ont été laissées pour compte par le gouvernement. Une histoire m'a attiré l'attention. Ingrid est une mère célibataire qui dépend sur les banques alimentaires pour survivre. Son fils a été diplômé de l'université depuis 1 an et depuis, il postule pour les emplois. Il a postulé pour 100 emplois sans qu'il n'ait été contacté pour un entretien. Et chaque jour qui passe avec un emploi, il tombe dans la dépression. Le gouvernement va-t-il aujourd'hui se mobiliser et promettre à David un plan qui va fonctionner d'ici l'été? Ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Comme la députée d'en face le sait, le gouvernement est très concentré sur la création des conditions propices pour la croissance des emplois dans la province. Nous ne sommes pas protégés des forces
internationales, qu'il s'agisse des droits de douane, des défis ou des conflits au Moyen-Orient. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous avons agi très tôt sur une série de mesures, non seulement la taxe sur l'essence qui remet plus d'argent dans les poches des gens, mais aussi sur le système des transports en commun où nous avons adopté le tarif unique qui économise $1 600 aux navetteurs. Et nous avons également la 407 Est dans la région de Durham. Comme le député de Durham l'a dit, nous sommes concentrés sur cet enjeu. Nous encourageons l'abordabilité pour ces commettants. Nous enlevons les péages sur la 412 et la 418 et nous remettons l'argent dans les poches du contribuable. Député de Toronto Centre, la réponse du ministre nous montre que ce gouvernement n'a pas de plan pour les emplois. David, contrairement au Premier ministre, n'est pas né avec une cuillère d'argent. Il est né à Scarborough. David est tout comme sa mère. Elle travaille. Elle a 2 emplois depuis que son enfant est né. Après avoir payé le loyer pour leur appartement, il n'y a rien qui laisse pour l'épicerie. En janvier, Ingrid a souffert plusieurs accidents qui l'ont laissé dans un fauteuil roulant. Et les factures sont en retard. Plutôt que de perdre, nous voyons maintenant la perte de milliers d'emplois. Qu'est-ce que va faire le Premier ministre pour s'assurer que David et sa mère ne perdent pas leur logement? Ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Merci à la députée d'en face d'avoir soulevé cette question importante. Madame la Présidente, c'est pour cela que notre gouvernement agit très tôt. Depuis 4 ans, nous avons augmenté les paiements du PSPH de 5% et ensuite l'indice à l'inflation. Cela représente une augmentation de 22%, Madame la Présidente. Mais il y a toujours davantage à faire. Mais aucun autre gouvernement n'a lié ses paiements à l'inflation. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Avec le système de revenus annuel pour les aînés à revenus moyens, nous les avons aussi également aidés. Et nous allons nous attaquer à aider beaucoup de personnes grâce à ces mesures. Le leader parlementaire du gouvernement appelle au règlement. J'aimerais dire à la Chambre que la session de nuit pour ce soir a été annulée.